politiques qui sont apparus depuis certaines années. Avant de débuter, quelques précautions. Il m'est absolument impossible de parler de tout, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui peut-être pour vous sont importants, je ne pourrai pas les aborder et le moment des questions sera l'occasion pour vous d'y aller. Donc j'ai fait des choix qui sont les miens et ils sont totalement subjectifs, c'est par rapport à ce que je connais bien et ce que je pense être le plus important. Mais si vous, par rapport à vos lectures et votre intérêt, il y a des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas pendant les questions, on essaiera d'y répondre ensemble, si certains ont des éléments ou vos enseignants, pas de problème. Donc je commence avec le conflit israélo-palestinien. En 1947, l'ONU vote le partage de la Palestine en deux États. Un État juif sur 56% des terres et un État arabe sur 44% des terres. C'est ce que vous avez là à l'écran. En vert, c'est l'État arabe, en bleu, c'est l'État juif. Ce partage est issu notamment de la volonté des Britanniques, puisque les Britanniques étaient la puissance coloniale en Palestine à l'époque. Et les Britanniques, après de nombreuses années d'occupation de ce territoire, ont considéré qu'il était impossible de créer un État pour juifs et arabes en Palestine et qu'il fallait donc diviser la terre en deux. Les Arabes de Palestine, les Palestiniens, refusent le partage pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont majoritaires. Je ne cite pas les chiffres, mais ils sont majoritaires. Et ils sont majoritaires dans 50 des 60 districts de Palestine. Et surtout, ce qui est assez aberrant dans ce partage-là, c'est que la population juive, en 1947, est propriétaire d'environ 8% des terres de Palestine. Ça veut dire que pour les Palestiniens, on leur annonce en 1947 qu'on va créer un État juif sur 55% de la Palestine, alors que la population juive n'est propriétaire que de 8% des terres. Donc pour eux, ça n'a pas de sens. Le partage n'a pas de sens. Donc ils le refusent. Ce refus du partage va enclencher la première guerre israélo-arabe. Cette première guerre israélo-arabe va être une humiliation totale pour les pays arabes de la région, puisque leurs armées vont être vaincues très rapidement, enfin rapidement, du moins ils vont être vaincus assez sévèrement, et observez la différence entre la gauche et la droite. À gauche, c'est le partage prévu par l'ONU, et à droite, c'est la réalité. Au terme de la première guerre israélo-arabe, Israël parvient à s'implanter, donc l'État juif devient Israël, et cet État-là parvient à prendre possession de 78% de la Palestine, laissant 22% au reste de la population palestinienne, qui, quant à elle, se retrouve soit expulsée de ses terres, soit elle est contrainte de fuir à cause du conflit et de la guerre. C'est ce qu'on appelle la Nakba. Nakba en arabe, ça veut dire la catastrophe. Ce terme de Nakba est central au Moyen-Orient. Vous allez dans n'importe quel pays, vous parlez de Nakba, en général, ils savent à quoi ça fait référence. Ici, vous avez 4 images assez importantes donc, de cette population palestinienne qui, en 1948, quitte sa terre. Cette population palestinienne quitte sa terre et se retrouve à être éparpillée dans le monde entier. Ces cartes-là sont actuelles. En 1948, on a environ 800 000 Palestiniens qui doivent quitter leur terre. Aujourd'hui, voilà l'état de la situation. On a une population palestinienne qui en fait est répartie dans le monde entier. Ces cartes, vous pourrez les retrouver assez facilement sur Internet. Mais surtout, les Palestiniens sont très présents au Moyen-Orient, dans des camps de réfugiés, notamment au Liban, en Jordanie, en Syrie. Bon, la Syrie, c'est plus compliqué à cause de la guerre, mais du moins, ils sont répartis. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un peuple en diaspora. C'est un peuple où la majorité de la population n'est pas dans le pays où ils sont censés vivre, mais à l'extérieur, dans l'attente d'avoir un jour un État. Ce bouleversement du monde arabe est important à comprendre. Les armées arabes qui perdent en 1948 sont humiliées. Les peuples se sentent humiliés. Ils ont l'impression qu'on a laissé la Palestine avec tout ce côté symbolique de Jérusalem. Je ne sais pas si on avait parlé un petit peu en classe, mais Jérusalem est une ville vraiment symbolique pour les religions chrétiennes, juives et musulmanes. Et on a l'impression d'avoir laissé ce territoire aux mains d'un pays qui n'a pas le droit d'être présent. La défaite va entraîner de nombreux bouleversements. Je mets quelques dates ici, mais c'est important à comprendre. En Égypte, en Syrie, en Irak et quasiment dans tous les pays, des troubles vont avoir lieu parce qu'on veut renverser les dirigeants. On considère qu'ils ont trahi, ils n'ont pas réussi à gagner la guerre, il faut renverser ça. Et donc dans ces états-là, notamment en Égypte, avec le général Nasser, on va en parler juste après, eh bien, vous avez la volonté de reprendre en main le pays, de le moderniser et d'aller vers l'avant. C'est ce qu'on appelle
l'idéologie panarabiste. Ici, donc, vous avez une photo de Nasser. Ce panarabisme, cette idée-là, c'est d'unir tous les peuples arabes, et donc aussi au Moyen-Orient, autour d'une volonté de se moderniser, d'aller vers l'avant, de changer le cours de l'histoire. Rapidement, ce panarabisme va être lié à toute une idéologie de socialisme arabe. On veut créer un socialisme adapté aux sociétés arabes, donc évidemment avec le soutien de l'URSS. Sauf que, il ne faut jamais perdre de vue que ces États-là, même celui de Nasser en Égypte, sont avant tout des régimes militaires. Ça veut dire que l'opposition est réprimée, démocrates, libéraux, islamistes, on en parlera après, mais ils sont réprimés. Ils sont réprimés, mais effectivement, ils vont jouir d'un vrai soutien populaire. Pourquoi ? Parce que les populations à l'époque considèrent qu'on a peut-être besoin d'un homme fort à la tête de l'État, peut-être. Et donc, ils vont faire confiance à Nasser, aux nouveaux dirigeants syriens, aux nouveaux dirigeants irakiens, qui leur disent, voilà, faites-nous confiance, votre liberté, en gros, ce n'est pas la question centrale. La question centrale, c'est de moderniser le pays, de reprendre en main notre État, notre armée notamment, pour prendre notre revanche. En fait, c'est une quête de dignité, si vous voulez. On s'est senti humilié en 1948 par la victoire d'Israël, eh bien, on va reprendre en main le pays et on aura notre revanche militaire. Sauf que, patatras, 67, guerre des 6 jours, les armées arabes sont complètement laminées. Pour des raisons qu'on pourra évoquer durant les questions après, mais les armées arabes sont laminées. Regardez, à gauche, donc 47, c'était le partage de l'ONU qui était prévu, qui n'a jamais eu lieu. 48-49, Israël arrive à s'étendre encore en Palestine. Et en 67, l'armée israélienne parvient à reprendre tous les territoires palestiniens qui n'avaient pas encore été conquis en 48, donc ce qu'on appelle la Cisjordanie, qui est tout à droite, et la bande de Gaza, qui est à gauche. Et encore, vous avez ici le grand désert du Sinaï, qui est un territoire égyptien, qui va être conquis par Israël, c'est pour vous dire la puissance de frappe d'Israël. Et tout en haut, Israël va également s'emparer du territoire du Golan, qui est un petit territoire syrien, mais qui permet à Israël en fait, de s'étendre encore. Et on a véritablement l'impression qu'aucune armée n'est capable de vaincre Israël. Pour les Palestiniens, cette défaite de 67, elle est déterminante. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que c'est le temps pour eux de reprendre leur destin en main. Si vous voulez, dans les années 50-60, les Palestiniens considéraient que pour obtenir leur libération, pour obtenir leur retour dans leur pays d'origine, il fallait laisser les pays arabes s'organiser et gagner la guerre. Ils se rendent compte que ce n'est pas possible, ils ne gagnent pas la guerre. Donc les Palestiniens décident de prendre leur destin en main, avec notamment une figure symbolique, qui est ici Yasser Arafat, que vous voyez à gauche. Arafat est un militant palestinien qui considère qu'il faut dégager, et le mot n'est pas trop fort, il faut dégager de toute la direction palestinienne la bourgeoisie qui est en exil. Si vous voulez, en 1948, la bourgeoisie palestinienne a quitté le pays face à la guerre, et depuis 1948, ce sont notamment eux, les bourgeois en exil, qui parlent au nom des Palestiniens dans le monde. C'est souvent eux qui sont les interlocuteurs auprès des États arabes quand il y a question du peuple palestinien. Arafat considère qu'eux, ils doivent rester à leur place, il faut s'appuyer sur la jeunesse réfugiée. Tous ces jeunes Palestiniens qui en 1948 ont été expulsés de leur terre ou ont dû fuir, ont vu leurs parents marqués, traumatisés, etc., c'est eux le futur de la Palestine. Et donc Arafat va développer tout ce mythe de ce qu'on appelle le Fedaïn, certains peut-être vous connaissez ça, avec le fameux kéfier autour de la tête et la Kalachnikov. C'est vraiment le symbole du Palestinien années 60-70. On va former des combattants, et ces jeunes-là, ils vont donner leur vie pour libérer la Palestine, et on y parviendra. Et c'est vraiment quelque chose de très symbolique à l'époque. Arafat va parvenir à de nombreuses victoires. En octobre 1974, il parvient à imposer à ce que l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, soit le seul et unique porte-parole du peuple palestinien. Si vous voulez, jusqu'à 1974, n'importe quel État arabe, Jordanie, Syrie, Égypte, Liban, pouvait prendre la parole au nom des Palestiniens, parce que les Palestiniens n'avaient pas d'État. Donc on pouvait prétendre, en tant que dirigeant égyptien, parler au nom des Palestiniens, un peuple qui n'a pas d'État. En 1974, il est décidé que dorénavant, dès lors qu'on veut parler des Palestiniens, c'est l'OLP, et donc c'est Arafat qui doit prendre la parole. Et en décembre, moment extrêmement symbolique pour l'histoire, Yasser Arafat est invité pour la première fois à prendre la parole à l'ONU, où il va notamment faire un discours historique dont je vous mets un tout petit extrait ici. Le son, comment ça se passe ?
Ne cassons pas tout. C'est en pause. إنني كثائر من أجل الحرية. إنني ثائر من أجل الحرية. وأعرف كثيرين من الجالسين في هذه القاعة كانوا في مثل المواقع النضالية التي أقاتل منها الآن، واستطاعوا من خلال نضالهم أن يحولوا أحلامهم إلى حقائق. إنهم شركائي في الأمل والحلم. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي. لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي. لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي. Donc, après ce discours-là, Arafat va véritablement être un symbole de la question palestinienne. Et dans son discours, il ajoute un autre élément qui est déterminant. Jusqu'aux années 70, les Palestiniens, leur revendication principale, c'était la reconquête totale de toute la Palestine. C'est-à-dire que tout ce que Israël a pris comme territoire et le territoire sur lequel Israël s'est installé, tout ça doit revenir aux Palestiniens. C'était la stratégie principale. En 1974, Arafat décide que la stratégie principale, ça sera d'abord de libérer ce qu'on appelle les territoires de 67, c'est-à-dire les territoires qui ont été conquis par Israël en 67. Donc la Cisjordanie et la bande de Gaza. Tout le monde voit bien où est-ce que c'est sur la carte. La Cisjordanie, c'est le petit haricot qui est à l'est, et la bande de Gaza, c'est le petit territoire qui est à l'ouest. Voilà. Pour Arafat, en 1974, on décide de dire que finalement, les Palestiniens doivent se concentrer sur ces deux territoires-là qui vont devenir peut-être un jour le futur État palestinien. Donc en fait, il accepte quelque part que l'État de Palestine ne sera pas créé sur 100% de la Palestine historique, mais sur seulement 22%. Les 78% autres resteront à Israël parce que c'est un état de fait, on n'arrive pas à inverser le rapport de force. Deuxième temps de la conférence, les changements fondamentaux au Moyen-Orient. On va passer au Moyen-Orient d'une mentalité panarabiste à ce qu'on peut appeler une mentalité panislamiste. Et encore aujourd'hui, on en voit notamment les restes. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, au Moyen-Orient, vous avez eu toute une émulation de nouvelles idées. Il y avait une volonté profonde des peuples arabes, notamment après la chute de l'Empire ottoman. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça. L'Empire ottoman, qui est l'ancêtre de la Turquie, était un empire qui occupait tout le Moyen-Orient et le monde arabe. Quand cet empire ottoman s'effondre, après la Première Guerre mondiale, on a dans les peuples arabes l'envie de réformer les États, de revenir à tout cet âge d'or du monde arabo-musulman, je ne sais pas si vous connaissez ça, où durant le Moyen-Âge, on avait un monde arabe qui était au top au niveau de la science, au niveau de la littérature, au niveau des connaissances religieuses, bien plus en avant que l'Europe. On veut revenir à ça. On se demande mais pourquoi l'Europe arrive à déjà faire 2 révolutions industrielles quand nous, peuple arabe, on n'en a pas fait une seule. Donc il y a vraiment cette idée-là. Sauf que la colonisation interrompt complètement toutes ces réflexions. Parce que l'Occident, l'Europe, vient et impose des partages de territoire et impose son autorité. Vous avez ici les accords Sykes-Picot qui, quelque part, vont être les ancêtres, ce sont un petit peu les accords qui vont dessiner les futures implantations coloniales de l'Europe au Moyen-Orient, avec notamment 2 États principaux, la France et la Grande-Bretagne. C'est la France et le Royaume-Uni qui vont décider des futurs États qu'ils vont créer. L'Irak, je ne sais pas si vous savez, l'Irak, le Liban, même la Palestine quelque part et Israël, sont des États qui ont été créés en grande partie par la France et le Royaume-Uni. Ils ont fait comme ils ont fait en Afrique. Ils ont pris parfois des règles, ils ont tiré des traits, ils ont fait des frontières sans tenir compte des populations. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles encore aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, on a autant de conflits entre les pays.
Parce que parfois, il y a des États qui ont été créés, mais ça ne forme pas des nations. Puisque les frontières ont été faites tellement de manière parfois arbitraire qu'il n'y a pas de logique. Vous avez vu que les frontières françaises, vous avez déjà vu quand même, elles ne suivent pas des règles bêtes et méchantes. C'est des logiques à peu près de population. Au Moyen-Orient, on n'a pas ça. En Afrique, c'est un peu pareil. On a souvent des frontières qui sont des lignes dans le désert. On ne tient pas compte de ça. Donc la colonisation interrompt complètement ces réflexions et ça va créer une espèce de radicalisation de la pensée. Le panarabisme, j'en ai déjà parlé, ça en fait partie. Le panarabisme, si vous voulez, c'est l'idée quand même de créer des populations arabes, des sociétés arabes socialistes, donc quelque part quelque chose qui est lié à l'Occident, si vous voulez. Puisque le socialisme n'est pas une idée qui vient du monde arabe, c'est une idée qui vient notamment d'Europe. Donc on a de nouvelles idées qui apparaissent. En 1928, un groupe fait son apparition, c'est ce qu'on appelle la Société des Frères musulmans, avec le leader qui est Hassan el-Banna en Égypte. Pour les frères musulmans, la modernité n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est d'islamiser la modernité. On doit récupérer tout ce qu'on peut de l'Europe, mais y appliquer des principes musulmans. Pour Hassan el-Banna, si vous voulez, la meilleure manière de combattre le colonialisme, c'est de revenir à une identité musulmane, d'être fier d'être musulman et de combattre en tant que musulman, et de recréer des sociétés musulmanes. C'est vraiment l'objectif central. Mais dans cette stratégie-là, la Palestine est au cœur de tout. Puisqu'il y a l'idée déjà en 1928 de ne pas laisser la Palestine occupée, de la reprendre et de créer, si vous voulez, tout un ensemble d'unités au Moyen-Orient des peuples arabes et musulmans. Hassan el-Banna va être assassiné par le roi Farouk d'Égypte et son successeur, Saïd Roubt, qui est ici en photo, va être arrêté par Nasser en 62 et va finir par être pendu en 66. Sauf que Saïd Roubt, lui, il passe encore un cran de radicalité. Pour lui, les musulmans doivent aller au combat au Moyen-Orient, ils doivent s'investir, ils doivent aller combattre, ils doivent s'engager politiquement, ils ne doivent pas rester dans un carcan de pratiques religieuses, ils doivent vraiment aller en société et combattre. Je m'arrête ici 2 secondes sur un truc important parce que vous êtes des futurs étudiants. Quand vous étudiez des textes, peu importe de qui, n'oubliez jamais qu'on doit toujours analyser le contexte dans lequel il a été écrit. Je dis ça parce que les textes de Saïd Roubt aujourd'hui font partie des principaux textes de toute la galaxie djihadiste. Pourquoi ? Parce que Saïd Roubt écrit des textes très violents, où il dit par exemple que les vrais musulmans sont ceux qui vont combattre. Si tu ne combats pas, tu es un faux. Tu dois te défendre coûte que coûte, tu dois même donner ta vie pour ta cause. Sauf que Saïd Roubt n'écrit pas dans un état de sagesse absolue. Il écrit alors qu'il est en prison, souvent torturé, que personne ne l'aide, et il sait qu'il va finir par être tué. Et on ne prend pas ça en compte. Parfois, malheureusement, je vois souvent une phrase qui est souvent sortie de lui, qui est, c'est pas vraiment forcément de lui, mais lui, il la reconnaît beaucoup, il ne faut pas moderniser l'islam, il faut islamiser la modernité. Alors cette phrase-là, même parfois sur Instagram, comme vous savez, il y a des images qui sont arrivées avec des citations magnifiques, on voit celle-là parfois dans certains réseaux, et en fait, on ne prend pas en compte que ça a été dit dans un contexte très particulier. Celui d'une personne qui est emprisonnée et qui lance un appel quasiment en détresse pour qu'il y ait une révolte. Voilà. Donc Saïd Roubt va être pendu. Et vous allez avoir, au lendemain de la guerre des 6 jours, un processus, non pas de radicalisation, mais une diffusion de leurs idées dans les sociétés arabes et notamment du Moyen-Orient. J'explique brièvement pourquoi. Je vous montre une première vidéo. On est dans les années 60, donc avant la guerre des 6 jours, et Nasser fait un discours. Donc on est en Égypte, un pays à grande majorité musulmane, il n'y a pas de débat sur ça. Et regardez juste ce que dit Nasser. Voilà. C'est bon, c'est bon. كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجه قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحده تمشي في الشارع تلبس طرحه. كل واحده
هتمشي. وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشيش بالنهار ويمشوا بالليل. انا في رايي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا استاذ انت ليك بنت في كليه الطب مش لابسه طرحه ولا حاجه، ما لبستهاش طرحه ليه؟ اذا كنت انت إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرح، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس. Ça peut paraître fou de voir ça aujourd'hui, mais à l'époque, Nasser est un dirigeant qui est parmi les plus populaires du monde arabe, et c'est le dirigeant de l'Égypte, un pays majoritairement musulman. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, Saïd Qutb est pendu en 66. En 67, les armées arabes sont complètement écrasées par la guerre des 6 jours et par Israël. Celui qui en parle le mieux, c'est un journaliste, Éric Rouleau, qui est à l'époque journaliste au Monde et qui est correspondant en Égypte. Et dans ses mémoires qu'il a publiées en 2012, voilà ce qu'il dit. Je vais lire, hein, vous inquiétez pas pour ceux qui ont la flemme de tout lire. Je vais lire parce que c'est vraiment important. L'acte de décès du régime nassérien est daté du 5 juin 67. Ce jour-là s'était effondré dans le déshonneur toutes les forces nationalistes de gauche, les nassériens, les baasistes, les socialistes et les communistes, jugés responsables de la déroute militaire et de la faillite d'un système politique. La disparition de la scène politique de ces courants laïques laissait un vide béant dans lequel l'islam politique n'allait pas tarder à s'engouffrer. Un spectacle inédit attira alors mon attention. La fréquentation des mosquées prit de telles proportions que les fidèles qui ne parvenaient pas à y entrer accomplissaient leur dévotion sur les trottoirs et dans les rues attenantes, se prosternant sur des carpettes étalées à perte de vue, faisant ainsi obstacle à la circulation des voitures et des piétons. Phénomène parfaitement normal. La religion sert de refuge aux personnes en détresse et offre des raisons d'espérer. L'islam est la seule solution. Le slogan que les islamistes adoptèrent ultérieurement ne cessa de gagner en crédit, faute de mieux. D'autant plus que nombre de mes interlocuteurs musulmans attribuaient la victoire israélienne à l'attachement des juifs à leur tradition religieuse, à leur foi dans les livres saints, qui légitimait la présence de leur État en Palestine. Les musulmans, selon eux, avaient été vaincus parce qu'ils s'étaient éloignés de leur religion en adhérant à des idéologies laïcistes, le nasserisme, le baasisme, le panarabisme, le socialisme, le communisme, etc. Les dirigeants panarabes ont expliqué à leur population que s'ils s'écartaient de la tradition de leur vie d'arabo-musulmans, qu'ils adoptaient la modernité, un nouveau style de vie, une nouvelle manière de penser, on parviendrait à reprendre notre dignité en main. On l'obtiendrait cette dignité et on parviendrait à renverser le rapport de force au Moyen-Orient contre Israël et contre les États occidentaux qui veulent nous imposer leurs règles. Sauf que ça a été un échec. Ils ont perdu. Ils ont expliqué à leur population que quelque part, votre liberté vous la mettez de côté, la sécurité va primer, parce qu'on a une guerre à gagner, ok? Et vous inquiétez pas, on parviendra à gagner. Sauf qu'ils ont perdu. Et donc au lendemain de la guerre, lorsque vous avez des personnes qui sont des adeptes des frères musulmans, qui vont expliquer en Égypte et ailleurs dans le monde arabe que la défaite elle est due au fait que les arabo-musulmans et au Moyen-Orient notamment, ils se sont écartés de la religion, ils vont commencer à y croire. Parce qu'ils n'ont plus d'autre idée à croire finalement. Le panarabisme est en train de s'effondrer, donc cette idée de dire qu'il faut revenir à une identité musulmane, être très fier de sa religion parce que c'est ça qui permettra de vaincre, parce que, entre guillemets, Dieu nous donnera nos dignités et notre victoire, eh bien ça marche et ça fonctionne. Ça fonctionne également parce que progressivement, un État va entrer en jeu. L'Arabie Saoudite, avec notamment le roi Faisal, comprend au lendemain de la guerre des 6 jours qu'il y a une faille à jouer. D'abord, l'Arabie Saoudite commence à comprendre, années 60-70, que le pétrole peut être une arme de guerre.
C'est-à-dire que le pétrole n'est pas juste une ressource qu'on peut vendre, mais le pétrole est tellement une ressource fondamentale pour les sociétés modernes d'Europe et d'Occident qu'on peut contraindre ces pays-là à accepter nos revendications, par exemple en augmentant les prix ou en baissant la production. Donc on a une utilisation du pétrole comme arme politique. Deuxièmement, l'Arabie Saoudite décide, années 50, 60 et aussi 70, d'accueillir tous les frères musulmans qui sont opprimés et réprimés dans leur État arabe. Donc, si vous voulez, l'Arabie Saoudite va commencer à être une espèce de lieu où de nombreux militants islamistes, donc frères musulmans, sont accueillis. Et enfin, troisièmement, en 62, c'est pour vous donner un signe chronologique, en 62, l'Arabie Saoudite avait déjà voulu commencer à faire concurrence à Nasser. Nasser était le leader, si vous voulez, des peuples arabes, et c'était notamment lui la principale figure de ce qu'on appelle la Ligue arabe, qui est une ligue des États arabophones. En 62, l'Arabie Saoudite avait décidé de créer une autre ligue, la Ligue islamique mondiale. L'Arabie Saoudite plaide pour une autre alliance. Nasser, lui, c'est l'alliance des peuples arabes. L'Arabie Saoudite proclame qu'il faut faire l'alliance des pays et des peuples musulmans. Et là, on est déjà sur une autre gamme totalement. On saute un petit peu dans le temps, on arrive à 79. 79, vous allez avoir une succession d'événements qui sont déterminants pour la suite de notre histoire. On est en périphérie du Moyen-Orient, Afghanistan, où l'URSS décide d'envoyer son armée pour mater la révolte qui met à mal le régime socialiste, communiste qui est à l'époque au pouvoir en Afghanistan. Sauf que ça va entraîner plusieurs choses. D'abord, ça va entraîner le début du déclin de l'URSS. L'URSS va s'enliser dans cette guerre, ils vont être mis à mal, l'armée soviétique va vraiment perdre beaucoup, c'est un peu le Vietnam américain si vous voulez, c'est l'équivalent. Et dans ce schéma-là, l'URSS va commencer du coup à financer beaucoup moins, à soutenir beaucoup moins les États arabes, parce qu'ils n'ont plus les moyens finalement. Le pays est en déclin. Et surtout en Afghanistan, on va voir l'apparition d'un nouveau type de militantisme, c'est ce qu'on appelle le djihadisme international, qu'on connaît malheureusement beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire des militants qui sont adeptes de l'islam politique, mais qui considèrent qu'il faut aller combattre partout où l'islam leur paraît être menacé. Évidemment, c'est une vision extrêmement réactionnaire et radicale de la religion, mais c'est en Afghanistan que ça va apparaître. Et ce djihadisme international, en 1979 et durant toute la guerre d'Afghanistan, va être soutenu et financé par les Saoudiens et aussi par les Américains. Les Américains considérant que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc ces extrémistes religieux, ils sont peut-être pas super progressistes, mais au moins ils combattent les soviétiques, qui sont notre ennemi principal, donc on va les soutenir. On a notamment l'apparition d'une personne, Oussama Ben Laden, qu'on connaîtra beaucoup plus tard, qui fait partie de ces chefs de guerre en Afghanistan qui sont là pour combattre l'URSS. Et c'est en Afghanistan qu'en 1987 est créé Al-Qaïda. Al-Qaïda qui veut dire la base en arabe, et qui sert finalement à vouloir tisser des relations entre tous ces djihadistes qui sont venus combattre en Afghanistan, qui viennent de nombreux pays dans le monde, et qui, on le sait, à un moment ou l'autre, ils vont repartir dans leur pays. Ils vont rentrer en Tunisie, en Algérie, en Syrie, en Jordanie, dans les territoires palestiniens. Et Al-Qaïda, l'objectif, c'est vraiment de tisser des relations entre tous ces groupes-là pour essayer de créer des opérations politiques, des coups de force politiques, etc. C'est vraiment qu'il y ait un réseau qui soit très présent. L'autre événement de 1979, c'est la révolution en Iran. Là, on est au Moyen-Orient, mais c'est un État du Moyen-Orient qui n'est pas arabe. C'est un État qui est perse. On ne parle pas l'arabe en Iran, on parle le perse. En Iran, en 1979, il y a une révolution. On chasse le dictateur au pouvoir, qui était ce qu'on appelle le Shah, c'était le nom du roi, si vous voulez, iranien. Et la population fait de cette révolution une révolution islamique. C'est-à-dire que l'Iran, au terme de la révolution, devient une république islamique, donc une théocratie. On est en 1979. Je résume ce contexte parce qu'il est super important. On est à la fin des années 70. On a premièrement le grand parrain soviétique, celui qui finançait tous les groupes communistes, socialistes dans le monde arabe, est en déclin, il finance quasiment plus rien du tout. En Égypte, le grand panarabisme est en train de s'effondrer. Nasser d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il est mort en 70.
Son successeur, Sadat, n'a pas du tout le même aura et ne veut pas suivre la même stratégie. Deuxièmement, un des pays qui était déjà très puissant au Moyen-Orient, l'Iran, opte pour un régime théocratique islamiste. Islamiste au sens où l'islam est la norme politique. C'est ça l'islamisme à la base. Et surtout, troisièmement, l'Arabie Saoudite, qui jusqu'à présent était un État assez discret quelque part, entend désormais jouer un rôle majeur, un rôle moteur au Moyen-Orient. Là, on a vraiment un triptyque qui va façonner complètement la suite du Moyen-Orient. C'est fini le panarabisme, c'est fini le marxisme arabe, il va être marginalisé au profit d'autres mouvements. La fracture, elle aura lieu en 90. 90-91, c'est la guerre du Golfe. Vous voulez que je remette l'image d'avant? Oui. D'accord. Ah, c'est gentil, merci, s'il vous plaît. Bien. En 90-91, la guerre du Golfe va être un élément marquant également de remodélisation de ce Moyen-Orient. J'explique brièvement, je ne sais pas si tout le monde l'a vu en classe. L'Irak de Saddam Hussein, un des derniers grandes figures de ce panarabisme, socialisme arabe, mais aussi un grand dictateur. L'Irak envahit un petit pays qui est le Koweït, qui est juste au sud de l'Irak, pour des questions notamment de territoire et de pétrole et de dettes pas payées, je passe les détails. L'Arabie Saoudite décide d'en finir avec l'Irak de Saddam Hussein. Mais l'Arabie Saoudite n'a pas les moyens de ses ambitions. Elle ne peut pas envoyer son armée, elle ne peut pas vaincre Saddam Hussein. Donc qu'est-ce que font les Saoudiens? Ils acceptent que l'armée américaine installe ses bases sur le sol saoudien. Et vous allez avoir une rupture à ce moment-là entre deux tendances politiques importantes. C'est que les frères musulmans, qui étaient déjà présents à l'époque en Arabie Saoudite, je vous rappelle qu'ils avaient été accueillis, ils étaient protégés parce qu'ils étaient réprimés dans leur pays. Pour les frères musulmans, c'est la honte suprême. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, qui prétend être le porte-étendard des musulmans du monde arabe, accepte que les Américains, qui sont vus par les frères musulmans comme étant le symbole de toute l'oppression du monde arabe, comme étant des gens opposés aux intérêts du peuple arabe, parce que ce sont les principaux soutiens d'Israël dans la région, eh bien pour les frères musulmans, il est interdit pour les Américains de poser le pied en Arabie Saoudite. C'est la honte pour le royaume saoudien d'avoir accepté ça. En revanche, pour les Saoudiens, vous devez bien comprendre la stratégie politique. En Arabie Saoudite, c'est certes un État religieux, mais c'est un pouvoir qui est bicéphale. Bicéphale, ça veut dire qu'on a deux pouvoirs, un pouvoir religieux et un pouvoir politique. Les deux sont évidemment alliés entre eux. Mais très souvent, et notamment dans la diplomatie, le politique va primer. Ce qui compte, c'est les intérêts politiques. Les Saoudiens, ça c'est important à retenir, s'allieront, et dans toute l'histoire c'est le cas, avec tous les pays les plus puissants dès lors que leurs intérêts sont défendus. Peu importe si ce pays est contraire aux intérêts des musulmans dans le monde, peu importe, on s'allie avec eux s'ils peuvent nous faire gagner des guerres. Et c'est pour ça que les Saoudiens, à l'époque, acceptent que les Américains viennent s'installer là, parce qu'ils savent que les Américains vont chasser Saddam Hussein du Koweït, et ça va être un allié important. Donc on a une fracture où les Saoudiens vont virer de leur pays les frères musulmans, ceux qui étaient accueillis, c'est fini pour vous, vous rentrez chez vous. Parce que pour les frères musulmans, il n'y a pas de séparation entre politique et religieux, c'est un seul et même pouvoir. C'est la religion qui doit dicter le politique. Donc quelque part, pour des raisons religieuses, parce que l'Arabie Saoudite c'est quand même la terre ancestrale du prophète, là où l'islam est né, les Américains n'ont pas le droit d'y poser le pied. Et ça, c'est vraiment une humiliation pour les frères musulmans que les Saoudiens aient laissé faire ça. Cette division est importante et j'y reviendrai par la suite. Pour finir ce temps-là, que se passe-t-il côté Israël-Palestine? Côté Israël-Palestine, c'est quasiment pareil. On a d'abord des sociétés qui changent. Les grands groupes palestiniens marxistes, communistes sont complètement marginalisés, au profit de nouveaux groupes, dont un dont on parle beaucoup encore aujourd'hui, qui s'appelle le Hamas. Le Hamas, c'est la section des frères musulmans chez les Palestiniens. Et c'est aujourd'hui un des principaux groupes palestiniens. Mais surtout, les Palestiniens optent pour une nouvelle stratégie qui est d'aller vers la négociation. La lutte armée, c'est bien beau, mais on a eu des petites victoires, mais pas beaucoup. On va vers la négociation. Et les Palestiniens vont notamment accepter, le 13 septembre 1993, image historique, de signer les accords d'Oslo. Donc à gauche, vous avez Isaac Rabin, Premier ministre d'Israël, sous l'égide de Bill Clinton, président américain,
ils signent des accords en vue de négocier dorénavant les questions qui font conflit entre Israéliens et Palestiniens. Sauf que sur le terrain, c'est extrêmement plus compliqué pour les Palestiniens. Tous les territoires qu'Israël a pris en 1967 ont été colonisés. C'est quoi coloniser? Ça veut dire qu'Israël a implanté une partie de sa population dans les territoires palestiniens qu'elle a pris en 1967, rendant quasiment impossible tout espoir d'État palestinien. Observez la carte ici. Arafat espère pouvoir créer un État palestinien sur les terres de 1967, donc c'est-à-dire Gaza et Cisjordanie, ce qu'on voit à gauche. Sauf que je vous ai mis une carte qui montre la réalité aujourd'hui. Voilà en vert les derniers territoires qui restent entre les mains des Palestiniens. Tout le reste sont des territoires qui ont été colonisés par Israël. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de Palestiniens qui vivent, mais ça veut dire que les Palestiniens dans ces territoires-là, donc en jaune, ce ne sont pas des territoires aux mains des Palestiniens, ce sont des territoires aux mains de l'armée israélienne et qui gère comme elle veut la vie des Palestiniens. Donc si vous voulez, les accords d'Oslo ont beau être signés, l'État de Palestine il est quasiment impossible à créer. Mais à l'époque, Arafat ne le sait pas encore, parce qu'Arafat pense à l'époque que les Israéliens accepteront de se désengager de ces territoires-là et d'enlever sa population. Il y croyait, et beaucoup de gens y ont cru à l'époque, c'était sincère. Sauf qu'en fait, ça n'a jamais lieu, et encore aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, la colonisation se poursuit. Si un jour vous avez l'occasion, et je vous le souhaite, de vous rendre dans ces territoires palestiniens, vous verrez la colonisation, c'est quelque chose qui est un processus qui ne s'arrête pas, c'est extrêmement puissant. Ce sont des villes entières qui sont créées par Israël, au mépris du droit des Palestiniens dans la région. Troisième temps de la conférence, donc ce que j'appelle du 11 septembre, merci, au printemps arabe. Le 11 septembre 2001, vous le savez tous, attentat aux États-Unis, perpétré par Al-Qaïda, qui était quand même l'ancien allié des Américains, puisqu'en Afghanistan, Al-Qaïda avait reçu également de l'argent, Ben Laden était un allié de la CIA en Afghanistan. Et bien entre-temps, les choses ont évidemment changé. 11 septembre 2001, Al-Qaïda frappe très fort les États-Unis. Face à ça, les États-Unis décident d'enclencher plusieurs guerres. Une première, dès octobre-novembre 2001, donc dans la suite du 11 septembre, contre l'Afghanistan, qui est le pays qui protège, ou du moins qui accueille Ben Laden et le fief d'Al-Qaïda. Sauf que dans la foulée, les Américains ont un autre projet, et notamment le président George Bush et son équipe, ils veulent remodeler le Moyen-Orient. Je vous ai mis une carte ici qui est super importante. Les Américains ne veulent pas s'arrêter à l'Afghanistan. Ils veulent complètement renverser 3 pays qu'ils considèrent comme étant des pays ennemis, des pays qui sont capables de faire beaucoup de mal à leurs intérêts américains, la Syrie, l'Irak et l'Iran. En mars 2003, l'Irak est le premier pays ciblé par les Américains où l'armée américaine vient renverser Saddam Hussein en Irak pour espérer implanter la démocratie, mais par des bombes. Donc forcément, ça ne marche pas très bien. Les peuples ne sont pas d'accord. Syriens et Irakiens comprennent bien que là, il y a un enjeu central. Si les Américains s'enlisent en Irak, que leurs armées sont prises au piège, ils n'auront pas les moyens par la suite d'affronter la Syrie et l'Iran. Ils s'arrêteront là. Que vont faire donc la Syrie et l'Iran? Ils vont massivement envoyer des combattants aux côtés des Irakiens contre l'armée américaine, et notamment beaucoup de gens qui étaient emprisonnés pour leurs idées fanatiques et extrémistes. Si vous voulez, la Syrie, au niveau de leur prison, ils vont dire à tous ces prisonniers politiques, islamistes, djihadistes, tout ce que vous voulez, ils vont leur dire c'est simple, on te libère à une condition. Tu quittes le territoire, tu vas combattre en Irak l'armée américaine. Et dès 2007, on a un flux de combattants qui vont arriver, mettant l'armée américaine complètement en déroute, parce que forcément, ils n'ont pas la capacité de faire face à autant de groupes qui arrivent de tous les côtés. Et cet enlisement américain fait que la Syrie et l'Iran peuvent du coup être assurés qu'ils ne seront pas les prochains sur la liste, si vous voulez. Sauf que forcément, vous laissez libérer des gens de prison extrémistes, etc., ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ils vont bien rester sur le territoire. Dans ces sociétés, qu'on pense amorphes, qu'on pense en guerre, qu'on pense incapables de penser à de nouvelles choses, et bien pourtant, en 2011, vous allez avoir toute une vague de révolte dans tout ce Moyen-Orient, et également dans tout le monde arabe en général. Ça va commencer en Tunisie, où le dictateur Ben Ali, qui est au pouvoir depuis 23 ans, va être renversé, en janvier 2011, puis l'Égypte, puis d'autres.
Pour comprendre rapidement ces révolutions, il faut d'abord que vous ayez en tête des similarités entre les pays du Moyen-Orient et même du monde arabe en général. La première similitude, c'est qu'il y a une moyenne d'âge qui est extrêmement jeune. 55% des populations du Moyen-Orient et du monde arabe en général ont moins de 25 ans. C'est des pays extrêmement jeunes, c'est des pays d'avenir. La moyenne d'âge en France, c'est autour de 40 ans, on estime. C'est pour vous donner une idée de la différence de société. Sauf que ces systèmes et ces pays qui ont une population jeune sont absolument incapables d'offrir des perspectives durables à leur jeunesse. Pas d'emploi, pas de liberté individuelle, une corruption qui est endémique, ça veut dire que si vous voulez quelque chose, vous devez payer pour l'avoir. Il n'y a pas de méritocratie, entre guillemets, si vous voulez. Vous avez beau faire des diplômes et avoir des études, ça ne vous mène à rien, à moins que votre père soit l'ami d'un général, choses comme ça. Et surtout, il y a un autre processus qui est important, c'est que toute la bourgeoisie arabe qui s'était créée à l'époque du panarabisme n'arrête pas de s'appauvrir. Tous les enfants de ces avocats, ces enseignants, ces cadres d'administration qui avaient fait le bonheur à l'époque du panarabisme, et bien leurs enfants, eux, n'ont pas d'avenir. Ils sont pauvres, ils végètent, ils rêvent qu'une chose, c'est de quitter les pays pour aller à l'étranger, à moins que vous soyez ami avec un général ou quelqu'un très proche et très important. Vous n'avez rien d'autre. Et surtout, ces États sont ce qu'on appelle des sécuritocraties. C'est un terme important à retenir. Une sécuritocratie, ce sont des États où la sécurité est primordiale, mais au sens où toutes vos libertés passent bien après la question sécuritaire. Et ça, c'est important. Les États du Moyen-Orient et même du monde arabe, n'oubliez jamais, sont des États qui ont été construits à l'époque de la guerre froide, URSS, États-Unis, et qui ont été construits avec l'aide de l'URSS. Vous avez beaucoup de similitudes entre les pratiques des services de sécurité du Moyen-Orient, syriens, égyptiens, même parfois on peut étendre algériens, et le KGB de l'URSS. C'est-à-dire une surveillance omniprésente, on sait tout ce que vous faites, on sait tout ce que vous pensez, et la moindre personne qui est suspecte d'être contre le président ou de faire quelque chose contre, il est arrêté. Et bien souvent, il est torturé. Je passe les détails ici, mais un pays comme la Syrie, j'en parlerai un petit peu après, c'est un pays qui avait vraiment placé la torture des prisonniers en rang de tradition. Vraiment. Avant même de poser des questions, on torture. Enfin, je blague pas. C'est vraiment qu'il faut avoir ça en tête quand on pense aux révoltes du monde arabe. Ces sécuritocraties vont donc, malgré tout, être malmenées. Je vais prendre deux cas de figure, parce que je ne peux pas tous les faire malheureusement. Deux exemples importants, l'Égypte et après la Syrie. En Égypte, les premières manifestations apparaissent en janvier 2011. Très rapidement, on a plus d'1 million de personnes dans les rues, et c'est complètement fou. C'est fou parce que n'oubliez pas que pendant des années, on pensait que ces pays arabes étaient amorphes. Les peuples arabes étaient morts, ils n'avaient aucune capacité de se révolter, ils n'avaient pas de capacité de penser un avenir. Et malgré tout, en Égypte, on a une révolution. Moubarak, le dictateur qui est ici en photo, est au pouvoir depuis 30 ans, et il est renversé. Le 11 février 2011, il quitte le pouvoir, notamment parce que les Américains et Barack Obama lui demandent de quitter le pouvoir, parce que les Américains étaient un proche allié de l'Égypte. Il quitte le pouvoir, au prix quand même de plus de 300 morts en un mois, plus de 5000 blessés, 32 policiers qui ont été tués. Ça veut dire que les manifestations égyptiennes étaient certes pacifiques, mais il y a eu des moments de violence assez importants. Suite à la destitution de Moubarak, processus démocratique, on crée des partis politiques, on prépare des élections, et en juin 2012, le monsieur qui est à droite ici, Mohamed Morsi, le leader des frères musulmans, est élu président, à peu près 52% des voix. Problème, Mohamed Morsi, islamiste, ou en tout cas adepte de l'islam politique, menace les intérêts de l'armée et surtout, il est détesté par toute la bourgeoisie égyptienne laïque. Cette bourgeoisie, ces jeunes égyptiens qui veulent vivre, eux, à l'occidental. Ils ne veulent pas revenir à un état où la religion est omniprésente. Ils ne sont pas contre la religion, ils veulent juste que la religion et le politique soient séparés. Donc il y a une détestation profonde de Morsi. Si bien que Morsi n'a pas pris en compte une chose, c'est que tu as beau être élu président, si dans toutes les strates de l'État, les gens ne t'aiment pas et tu n'es pas capable de les virer, les lois que tu vas faire passer, elles ne seront pas appliquées. Et c'est ce qui va se passer. Pendant presque un an, l'Égypte va connaître une multitude de crises politiques parce que les lois de Morsi ne sont pas appliquées, parce qu'il y a des tentatives de le renverser, et c'est ce qui va arriver un an après,
en juillet 2013, la personne qui est à gauche ici, le maréchal Sissi, général maréchal, il était général, je crois qu'il est passé maréchal, le général Sissi renverse Mohamed Morsi, prend le pouvoir et met l'armée à la tête de l'État égyptien. On revient quasiment en arrière, hein. Tout à fait. Sauf que les frères musulmans qui ont porté Morsi au pouvoir manifestent, et en août 2013, il y a ce qu'on appelle le massacre du Caire, le mot n'est pas trop fort, où, suite à 2 jours de manifestation des frères musulmans, 800 d'entre eux vont être tués, l'armée va tirer dans la foule, et des milliers d'autres vont être emprisonnés. À l'heure où l'on parle, le maréchal Sissi, c'est presque 60 000 personnes qui ont été arrêtées depuis 2013 en Égypte, pour tous les motifs possibles, mais en fait il les justifie avec une chose. Qu'est-ce qu'il dit? C'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Faites-moi confiance. Sauf qu'en fait, là-dedans, il y a des militants pour les droits de l'homme, des libéraux, des démocrates, et évidemment des islamistes, mais pas que. Sissi, fait arrêter n'importe qui en prétextant au monde entier que c'est contre le terrorisme. Et malheureusement, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis mardi, notre président Emmanuel Macron a accueilli en grande pompe Sissi en France, et il lui fait faire des visites d'État très importantes. Et lorsque des journalistes ont demandé à Emmanuel Macron, très justement d'ailleurs, est-ce que vous êtes prêt à conditionner l'aide à l'Égypte au respect des droits de l'homme, Emmanuel Macron a répondu non, parce que cela pourrait enfreindre notre bonne relation dans la lutte contre le terrorisme. Problème, c'est qu'il y a des démocrates, des libéraux égyptiens qui sont actuellement enfermés, et même parfois torturés, et personne n'en parle parce que Sissi dit que vous inquiétez pas, c'est contre les terroristes. Deuxième processus, c'est la Syrie. Juste, j'ai pas l'heure en fait. Combien de temps il me reste normalement? Ça doit être final vraiment? Non, mais c'est bon. Il me reste 10 minutes, franchement c'est quasiment. Deuxième processus, c'est la Syrie, où là vous allez voir que c'est totalement autre. En février 2011, vous avez les premières tentatives de manifestation. Tentatives de manifestation. Mais ça ne marche pas. Je vous ai dit, la Syrie, c'est vraiment un État où les services policiers sont extrêmement puissants. Ce qu'on appelle les moukabarat, je ne sais pas comment l'écrire en français, je pourrais l'essayer, mais ça ne serait pas vraiment la bonne traduction, font peur à toute la population. Ils terrorisent tout le monde. N'importe qui peut être arrêté. Si c'est pas vous, on arrête votre cousin. Mais vraiment, j'exagère pas là-dedans. Les Syriens veulent manifester, mais ça ne marche pas. Ils sont tous arrêtés, c'est très compliqué, et ils ont peur. L'élément déclencheur arrive en mars 2011, dans une petite ville qui s'appelle Beraa, dans le sud de la Syrie. Des enfants qui ont vu à la télévision les manifestations en Égypte décident dans leur école, sur des murs, d'écrire à la craie « Bachar, ton tour viendra ». Bachar, c'est le prénom du dictateur syrien qui est ici en photo là à gauche. « Ton tour viendra ». Ce sont des enfants. Peut-être qu'ils le pensent, mais malgré tout, ce sont des enfants. Ils vont être arrêtés, ils sont une quinzaine, ils vont être arrêtés, ils vont être torturés. Et quand ils vont être libérés, quand leur famille, en récupérant les enfants, en voyant ce qu'ils ont subi comme sévices, immédiatement vont manifester. Et vont enclencher un processus qu'on pensait impossible. Mais quand je dis impossible, c'est que c'est encore pire qu'en Égypte. On pensait vraiment qu'en Syrie, ça serait improbable que des gens aillent manifester dans la rue. Parce que tu vas te faire tuer, c'est certain. Et effectivement, la répression est très très forte. En l'espace de 9 mois, donc en gros de toute l'année 2011, en fait, de mars à la fin de l'année, on a 5000 manifestants qui vont être tués dans les rues, ou torturés, arrêtés, etc. Donc, les manifestations pacifiques, rapidement, sont débordées par la militarisation. Plusieurs personnes, notamment des jeunes, vont décider de dire que si on se fait tirer dessus comme des lapins dans les manifestations, eh bien on va prendre les armes, parce que pour renverser Assad, il faut prendre les armes. Cette personne ne quittera pas le pouvoir sans une révolte armée. On a donc, à partir, disons, de l'été 2011, les premiers petits groupes de rebelles armés en Syrie. Un groupe va se créer notamment, c'est ce qu'on appelle l'armée syrienne libre, qui est un groupe d'anciens officiers de l'armée syrienne qui font défection, qui comprennent bien que ce pouvoir de Bachar al-Assad ne peut plus tenir. Ils font défection et c'est créer une autre armée, donc armée syrienne libre, avec le drapeau, c'est le drapeau que vous avez en bas à droite, la photo d'en bas, avec les bandes vertes, noires et deux étoiles rouges au milieu, qui est l'inverse du drapeau de Assad qui est celui d'au-dessus. Voilà, il ne faut pas confondre les deux, c'est pas les mêmes. Donc l'armée syrienne libre enclenche un processus militaire.
La guerre va faire un nombre de massacres inimaginables, je vous passe les détails, je pense que certains d'entre vous peut-être en ont connaissance. Et là, l'armée syrienne libre va également réussir à créer des poches de rebelles dans la banlieue de Damas, donc la capitale syrienne, ce qui est un événement, hein, clairement, parce que la capitale est complètement quadrillée par les forces de sécurité, et ils arrivent à créer des poches rebelles dans la capitale. En 2012, cependant, les rapports de force vont commencer à s'équilibrer. De nombreux États vont commencer à s'impliquer dans cette guerre syrienne. D'abord, on a la Russie et l'Iran qui vont armer et défendre le dictateur Bachar al-Assad. Les Russes sont alliés de Assad, l'Iran est allié de Assad, ils ne veulent pas que Assad tombe. Il doit rester au pouvoir. Donc, on va avoir des armes qui vont être données au dictateur et surtout, l'Iran va accepter l'envoi de milliers de combattants en Syrie pour défendre Bachar al-Assad. A l'inverse, les groupes rebelles syriens, qui étaient composés de tout, vraiment, au début on avait des démocrates, des modérés, des gens qui étaient parfois même laïcs, et aussi des islamistes. Ces groupes-là vont progressivement avoir besoin d'armes, parce qu'ils ont besoin de combattre et de faire face. Sauf que les premiers pays qui vont leur livrer des armes, c'est notamment l'Arabie Saoudite, l'Émirats Arabes Unis et le Qatar. Et ces trois pays-là, stratégiquement parlant, quand ils sont face aux rebelles syriens, eh bien ils vont défendre en premier ceux qui défendent leurs intérêts à eux. Donc démocrates, libéraux, etc., ça ne les intéresse pas vraiment. Ils vont donc armer massivement plutôt les groupes plutôt islamistes et plutôt adeptes de l'islam politique. Si bien qu'en quelques mois, 2012-2013, tous les groupes rebelles syriens, ou en tout cas la plupart des groupes rebelles syriens modérés ou démocrates, vont être non pas anéantis, mais vont quasiment être noyés dans la masse. Parce qu'ils vont être débordés finalement. Il y a tellement de groupes avec des armes bien plus fortes que vous, qu'à un moment donné, vous êtes obligé de vous taire et de faire place aux autres. Là-dedans, dans ce financement et l'armement, on ne va pas oublier la question française quand même. La France et les États-Unis vont immédiatement prendre position en Syrie, en livrant également des armes aux rebelles. Là aussi, c'est un imbroglio pas possible, puisque la France dit qu'elle n'a pas livré d'armes aux groupes rebelles syriens islamistes. Elle dit qu'il y a eu des transferts d'armes qui ont été passés. Bon, la réalité, c'est quand même qu'il y a des armes françaises qui ont bien fini entre des mains de groupes rebelles syriens, clairement adeptes de l'islam politique. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Août 2013, on a un nouveau tournant dans cette guerre, et c'est vraiment une date importante, le 21 août pour être précis. Le régime de Bachar al-Assad est vraiment malmené, il n'arrive pas à faire face sur le terrain, et il emploie la stratégie du chaos. C'est-à-dire qu'il va décider de ne cibler dorénavant que les groupes les plus modérés dans la rébellion syrienne. Pourquoi ? Pour s'assurer que face à lui, il n'y aura plus que des groupes extrémistes. Stratégiquement, c'est super intelligent et intéressant à comprendre. Assad sait très bien que les islamistes font très peur à l'Occident. Et que s'il arrive à faire croire à l'Occident qu'en fait, en Syrie, c'est simple, il y a moi, dictateur, mais malgré tout, je ne suis pas un islamiste, contre des islamistes, qui l'Occident défendra ? Eh bien moi. Parce qu'ils préféreront toujours moi à eux. En gros, entre la peste et le choléra, on va choisir plutôt le moins pire. Et donc, il va systématiquement cibler les plus modérés, laissant face à lui quasiment le champ libre aux groupes islamistes. Août 2013, Assad emploie pour la première fois, en tout cas officiellement, l'arme chimique. Dans la banlieue de Damas, dans un quartier qui était tenu par des rebelles syriens, attaque au chlore. On a, pareil, là-dedans les chiffres varient, mais on estime à presque 1500 personnes qui vont mourir. Face à ça, on attend une réponse de l'Occident. La France, à l'époque, en tout cas François Hollande, est l'un des premiers à dire on doit frapper Bachar al-Assad. Il faut qu'on intervienne, il faut le frapper parce que c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça aux yeux de tout le monde. Barack Obama, qui est déjà très embêté par la guerre en Irak, qui n'arrive pas du tout à terminer, ne veut pas intervenir, et le Royaume-Uni non plus. Hollande étant seul, Hollande n'intervient pas, mais vous allez voir que par la suite, ça va être extrêmement pénible pour eux à supporter. À supporter parce que du côté des Syriens, en août 2013, on en est déjà à 140 000 morts. On a des millions de réfugiés, et personne ne fait rien. Quand les groupes rebelles vont constater que Assad peut même aller jusqu'à une attaque chimique et que personne ne réagit, qu'est-ce qui se passe ? Processus normal au niveau politique, malheureusement, radicalisation. On est encore plus violent et plus méchant, si vous voulez, sans vouloir être
schématique. Et on a un groupe qui apparaît, fin 2013, début 2014, l'État islamique en Irak et au Levant, qu'on abrège comme Daesh, en français, même si le mot est un peu galvaudé, même plus que ça, mais Daesh apparaît avec une stratégie très simple. Daesh va unir différents groupes islamistes très très violents, en comprenant bien que dans ce chaos syrien et irakien, parce que n'oubliez pas qu'entre-temps l'Irak n'est toujours pas en paix, hein, c'est un pays qui était toujours en guerre, dans ce chaos-là, si on veut s'imposer, il faut terroriser les autres. On va être, excusez-moi, mais on va être encore plus fou que les autres. Dès lors qu'on prend un territoire, dès lors qu'on prend des prisonniers, on montre aux yeux du monde qu'on est très violent et très méchant. Et ça va fonctionner. À plusieurs reprises, Daesh va s'emparer de villes sans même combattre, tellement on a peur d'eux. Regardez juste la carte en bas, Daesh apparaît entre 2013 et 2014, en à peine un an, ils vont s'emparer de tout ce territoire-là. Daesh, en gros, c'est ce qui est en gris sombre. Mais ce qui est en gris, c'est quand même des zones où on évite de s'insérer parce qu'on a peur d'être pris au piège par Daesh. Face à l'arrivée de Daesh, là, l'Occident décide de dire que c'est pas possible. Ce groupe-là, il terrorise tout le monde parce que les minorités, notamment chrétiennes, ce qu'on appelle les yézidis, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, c'est une minorité au Moyen-Orient, vont carrément être génocidés par Daesh. Le mot n'est pas trop fort. Hein. Les femmes yézidis vont être considérées comme des esclaves sexuels par Daesh. Les hommes vont quasiment tous être abattus. Dans ce schéma-là, l'Occident dit on ne peut pas laisser faire, il faut intervenir. Et la France, États-Unis, avec d'autres pays, Royaume-Uni, décident de dire que très bien, on envoie notre armée et on bombarde Daesh. Sauf que Daesh, qu'est-ce qu'ils répondent à ça? Ils disent regardez, ils ont laissé faire Assad qui a attaqué à la bombe chimique, et nous, alors qu'on fait que se défendre, c'est ce que dit Daesh, on fait que se défendre et nous, ils nous bombardent. Rajoutant encore plus de colère et de rancœur et de chaos en fait dans ce bourbier, si vous voulez, syrien. Sauf que dans ces bombardements-là, deux autres pays vont s'impliquer. Le premier, c'est la Turquie. La Turquie décide de dire nous aussi, on veut frapper Daesh. La Turquie s'engage à signer, sauf que dans les faits, on ne peut pas nier que la Turquie a très peu bombardé Daesh. Par contre, la Turquie s'est attaquée à un autre peuple, les Kurdes, que vous avez ici au nord. Vous voyez les bandes rouges et jaunes. Les Kurdes, j'en ai très peu parlé parce que j'ai pas eu le temps, c'est un peuple qui est situé entre quatre frontières, Irak, Iran, Turquie, Syrie, qui depuis des siècles veut être indépendant, mais qui par la suite de nombreux événements n'a jamais obtenu son indépendance. Il a toujours été trahi par différents États du monde entier, et il est toujours aujourd'hui en quête d'indépendance. Sauf que lorsque la guerre en Syrie se déclenche, les Kurdes se disent c'est super, entre guillemets, c'est une occasion pour nous de prendre les armes, de créer un espace libéré, et de créer notre État dans ce chaos. Sauf que la Turquie, qui est juste au-dessus, ne veut évidemment pas que les Kurdes aient un État indépendant, donc il y a un conflit qui s'ingère. Imaginez, il y a un conflit dans le conflit. Pour vous donner la complexité de la chose. Troisième État qui va arriver, et lui par contre va marquer de son sceau le chaos syrien, c'est la Russie. Poutine, en septembre 2015, dit moi aussi, je suis prêt à aller bombarder Daesh. Bon, il signe les accords, sauf que dans les faits, qu'est-ce que va faire Poutine? Poutine va frapper indistinctement tous les groupes rebelles syriens. Quand la France et les États-Unis vont dire mais attendez, vous ne frappez pas Daesh, vous frappez des rebelles. Poutine dit on s'en fiche, c'est tous des terroristes, on va tous les frapper. Résultat des courses, qu'est-ce que permet de faire Poutine? Eh bien, il libère l'espace, et aujourd'hui, le régime de Bachar al-Assad a quasiment repris une majeure partie du territoire, avec l'aide évidemment de l'armée russe. Daesh n'existe quasiment plus, ou du moins c'est resté à quelques petites poches, mais ça n'existe quasiment plus. Vous avez les forces kurdes qui ont quand même réussi là-dedans, parce que les Kurdes ont été assez longtemps soutenus, et encore aujourd'hui, par la France, militairement en tout cas, et ont réussi à créer une espèce de poche, quelque part en partie libérée. Mais vous voyez que c'est encore très compliqué, et les derniers groupes rebelles syriens, comme on voit, ce sont les partis verts. Donc autant dire que c'est réduit à peau de chagrin, c'est pas grand-chose. Dans ce schéma, très rapidement, rapport de force actuel, ce que vous devez comprendre, c'est que la question palestinienne là-dedans, évidemment, elle est complètement marginalisée. On ne s'y intéresse plus. Il y a un tel chaos au Moyen-Orient que quand vous parlez à des gens et la Palestine alors, on vous regarde d'un air, on va d'abord régler la question syrienne et irakienne, on verra après pour les Palestiniens. Les Palestiniens, par contre, ont obtenu de nombreuses victoires diplomatiques. Vous devez le savoir. En 2011, les Palestiniens ont obtenu le droit de siéger à l'UNESCO, puis en 2012 à l'ONU, et depuis 2015, ils peuvent siéger à la Cour pénale internationale. Ça, c'est un paradoxe compliqué à comprendre du droit international.
un peuple qui n'a pas d'État siège en tant qu'État dans différentes instances internationales. C'est comme ça, c'est parce qu'il est soutenu par d'autres États qui permettent de siéger. C'est un peu compliqué à détailler, mais en tout cas, retenez ça. Les Palestiniens continuent diplomatiquement à avancer, même s'ils n'ont toujours pas d'État. La colonisation se renforce et de moins en moins de monde s'intéresse à eux. Ce Moyen-Orient est divisé en trois axes. C'est ma conclusion en fait. Premier axe, c'est ce qu'on appelle l'axe Turquie-Qatar. L'axe Turquie-Qatar, c'est un axe qui défend les frères musulmans dans tous les États où ils sont et qui espère, si vous voulez, que les printemps arabes de 2011 vont pouvoir faire naître des États où les frères musulmans prendront le pouvoir, avec au centre de cette doctrine plusieurs éléments. La question palestinienne dans cet axe-là turco-qatari est considérée, ou en tout cas est proclamée comme fondamentale. On n'oublie pas les Palestiniens. Il y a un financement assez net des groupes palestiniens armés par cet axe turco-qatari-là. Dans les faits, évidemment, la politique est différente. La Turquie a signé plusieurs accords commerciaux avec Israël parce qu'il y a une réalité politique. Donc n'oubliez pas que derrière le discours, il y a toujours des faits qui sont, eux, beaucoup plus compliqués. Le deuxième axe, c'est l'axe Iran-Syrien. J'en ai beaucoup parlé. Je pense que c'est facile à comprendre. Hein. C'est un axe qui, lui, clairement, est hostile aux Saoudiens et hostile à Israël et qui, dans le discours, évidemment, prétend qu'un jour ou l'autre, ils extermineront complètement Israël et ils redonneront tout aux Palestiniens. Qu'on soit bien d'accord, jusqu'à présent, depuis les années 70, ni la Syrie ni l'Iran n'a tiré le moindre coup de feu contre Israël. Derrière la rhétorique, on a une réalité politique qui est bien différente. Et enfin, troisième axe, Arabie Saoudite, Égypte, Émirats Arabes Unis. Ça, c'est l'axe dont on parle beaucoup aujourd'hui parce que on a un changement de stratégie complet où ces trois États, à présent, considèrent que Israël, finalement, n'est pas un ennemi, mais ça peut être un allié contre les deux autres axes. Parce que ce qui joue actuellement au Moyen-Orient, ça n'est plus la question palestinienne, c'est de savoir lequel de ces trois axes-là va diriger le Moyen-Orient. Clairement. Et les Américains, notamment Trump, n'arrêtent pas de pousser les Saoudiens pour que davantage d'États arabes rejoignent cette troisième axe-là et s'allient à Israël, dans la guerre notamment contre l'Iran. Hop, ça je passe parce que c'est bon. Deux réflexions pour conclure. Première réflexion, on a depuis donc quelques mois un processus de normalisation, c'est-à-dire que beaucoup d'États arabes normalisent leurs relations avec Israël, donc considèrent que maintenant ils auront des relations normales, comme deux États égaux. Je pense qu'il est important de retenir une chose, souvent dans les médias vous allez entendre que c'est formidable aussi parce que ces États arabes sont en train de pacifier la région. Personnellement, je n'y crois absolument pas. Je pense que la question israélo-palestinienne, dans les peuples arabes, elle reste fondamentale. Là, actuellement, on parle du Maroc. C'est pas parce que le roi du Maroc va signer des accords avec Israël que le peuple marocain est prêt à accepter tout ce que Israël fait et a fait aux Palestiniens. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la pacification du Moyen-Orient ne pourra pas passer, selon moi, par avant tout une normalisation des relations entre Israéliens et Palestiniens. Si vous voulez, c'est comme si demain on pensait qu'on pouvait créer l'Union européenne sans au préalable qu'il y ait eu une pacification entre Allemands et Français. On ne peut pas passer au-dessus. C'est le cœur, c'est le centre. C'est par là que quasiment tout a commencé. Donc, ça me paraît primordial. Deuxièmement, et j'insiste sur ça pour vous en tant que futur étudiant, il a beaucoup été question de religion dans cet exposé parce que malheureusement c'est un phénomène politique assez important. N'oubliez jamais qu'il est important d'avoir une lecture profane des conflits. Profane, ça veut dire que quand vous étudiez un conflit, si vous mettez la variable religieuse en premier, vous risquez de ne pas comprendre le conflit. Parce que